Salut les goths, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en discute. Donc aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis avec Anto Salut Cam, salut les gouttes. et JB. Salut à tous. Donc aujourd'hui on va tout simplement débriefer les mondiaux de cyclocross principalement. Ensuite on va parler des courses de la semaine. Donc il y a eu l'étoile de Bessèges, il y a eu le Alouia Tour et le Tour de Valence. Et donc enfin on va élire le GOAT du mois et le GOAT du mois français. Donc c'est un tout nouveau concept qu'on a fait, vous verrez, on fera ça en fin de vidéo. Tout d'abord, on va passer au grand débrief des mondiaux de cyclocross qui se sont tenus ce week-end à Tabor. Alors tout simplement la première course, est-ce que tu veux nous en parler Anto ? Eh bien la première course, c'était le relais mixte, c'était vendredi. Et Cocorico, première course, première victoire pour l'équipe de France. Avec le relais composé de Martin Gros-Lambert, Célia Géry, Lauriane Durafour, Hélène Clausel, Aubin Sparfel et Rémi Lelandais. Du coup, magnifique victoire avec une équipe de France qui n'avait même pas en plus d'hommes élites. On avait mis Aubin Sparfel pour terminer le relais face à, par exemple, Cameron Mason pour les Anglais. Et du coup, Aubin qui a réussi même à résister à un élite. Donc c'était vraiment une course assez exceptionnelle et ça a très très bien lancé ce week-end de cyclocross. Ce relais mixte, moi je trouve que c'était une super course. J'aime bien le fait qu'on le développe, que ce soit sur route ou sur le cyclocross. Et par contre, le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'il y a encore des nations qui y viennent pas, parce que c'est pas forcément une épreuve majeure. Par exemple, les Pays-Bas étaient pas alignés, alors qu'en soi, ils seraient grandissimes favoris, je pense. Et voilà, mais tant mieux pour nos Français qui, du coup, ont ramené l'or. Ensuite, on va passer aux U19 femmes avec un nouveau titre français. Est-ce que tu veux nous en parler JB ? Franchement, c'était une des courses les plus intéressantes du week-end à mon goût. Parce qu'on avait un vrai trio de tête qui se rendait les coups pendant toute la course. Donc entre Célia Géry, notre française, Kat Ferguson, l'anglaise, et Victoria Schladonova, je veux pas écorcher son nom. Euh, on avait une Célia Géry qui était plus technique, Kat Ferguson qui était plus en force, qui a fait quelques erreurs en fin de parcours, ce qui a permis à Célia Géry de s'éviter un sprint. Schladonova, elle a craqué un peu plus tôt dans le dernier tour. Voilà. Après la course, du coup, elle a fait que 3 tours, il me semble. Donc moi, ça m'a paru un peu court. Mais c'est vrai que du coup, ça a permis de vraiment rendre la course plus palpitante. Donc pourquoi pas. Anto, t'as un mot à dire ? Non, mais c'était une course exceptionnelle. Franchement, Célia, elle était attendue. De toute façon, championne de France, championne d'Europe, et maintenant championne du monde. Elle a fait le triplé historique. Il y a plus de, il y a pas de superlatif qui existe pour définir sa saison, qui est assez exceptionnelle. Et ça fait plaisir de voir qu'elle confirme au niveau mondial, même si je pense que c'était pas forcément sa meilleure course. En tout cas, elle n'était pas impériale comme elle l'a été sur les autres courses de la saison. Mais voilà, et mention aussi aux autres françaises, Anaïs Moulin qui est 10e, Amandine Muller qui est 11e. Amandine Muller, je pense qu'elle pouvait attendre un peu mieux. Après, elles avaient pas l'air en très très grande forme les deux. Et Flavie Flavie Landrin-Zeber qui fait, je crois, top 40. Donc voilà, mais en tout cas, des belles françaises qui ont super bien marché. Ouais, exactement. Donc des mondiaux qui ont vraiment très bien commencé pour la France, mais malheureusement, il y a eu un petit déchirement de cœur, on peut dire ça comme ça. Anto, est-ce que tu peux nous raconter la course U19 hommes ? Tout s'est pas passé comme prévu. Un des immenses favoris de la course, il y avait deux grands favoris, hein, surtout Stefano Viezzi et Aubin Sparfel. Aubin Sparfel qui a fait deuxième de la Coupe du Monde, mais surtout vainqueur de beaucoup d'étapes, je crois, 2 ou 3 en Coupe du Monde, champion d'Europe, non, même pas champion de France, du coup, il avait eu un petit problème mécanique au championnat de France. Du coup, les premiers tours se passent bien, et c'est dans le deuxième tour, non, troisième tour, je sais plus, que Aubin Sparfel est victime juste après le poste. Donc le poste, c'est là où les cyclocrossman changent de vélo. Il crève,
Et donc là, il doit faire la moitié du circuit avec un pneu à plat. Donc là, malheureusement, tous ses rêves s'envolent alors qu'il était en tête avec Stefano Vietti. Et donc, évidemment, il a tout perdu. Il est passé de premier à quatrième pour finir du coup quatrième de ces championnats du monde, alors que c'était l'objectif de sa saison. Donc, j'imagine très très déçu, Aubin. C'est triste hein, pour Aubin Sparfer, hein, et comme tu l'as dit, qui avait eu un ennui mécanique aussi au championnat de France, qui avait vu Paul Sexas d'ailleurs remporter. Et malheureusement, Paul Sexas qui s'est cassé, il me semble, c'est la clavicule Le poignet. Le poignet, pardon, qui malheureusement était forfait pour ces mondiaux. Mais il faut quand même souligner aussi la 6e place de Théophile Vassal, hein, qui est quand même une belle 6e place. On a aussi Jules Simon qui est 8e et Louis Tanguy qui est 10e. Donc c'est quand même 4 Français dans les 10, quoi, donc ça fait plaisir. Donc ensuite on avait les U23 hommes avec la victoire de Tibor Del Grosso qui confirme sa saison énorme qu'il a fait, hein. C'est pas une surprise de le voir triompher aujourd'hui, hier. Il y a Emil Verstringe qui complète le podium ainsi que son compatriote Jente Michels et le français Léo Bizio qui est en première année espoir qui prend une belle 4e place, donc ça fait vraiment plaisir. On se rappelle l'année dernière Léo qui a été champion du monde junior, donc, et qui fait 4e pour sa première année espoir. Donc c'est vraiment une belle perf. Il y a aussi Rémi Lelandais qui a fait 5e, et il me semble il est tombé, non? C'est quoi? Il a eu un petit problème mécanique? Non, c'est une grosse chute. Alors c'est pas lui qui tombe, c'est il me semble un Anglais qui était en 3e position qui tombe, et alors c'était vraiment au départ, donc ça a fait strike, tout le peloton est tombé, hormis Tibor Del Grosso belge et Léo Bizio qui a évité la chute aussi. Ils sont quelques-uns à avoir réussi à passer. Mais du coup, Rémi il commence la course avec quasiment 30 secondes de retard, ce qui a clairement effacé ses chances de titre déjà, et même ses chances de podium, on va être honnête. Malgré tout, il a réalisé une super remontée pour terminer 5e. C'était très fort de sa part. Moi, je pense que s'il tombe pas, il pouvait jouer la 2e place avec les deux Belges. Je sais pas ce que t'en penses, Anto. Ouais, je suis d'accord, surtout qu'il avait fait 2e sur la dernière étape de Coupe du Monde, il me semble. Donc il était en vraie belle forme, et puis on l'a vu remonter, mais à une vitesse assez incroyable. Mais du coup, c'est sûr que c'est dommage, ça lui a clairement enlevé toute chance de podium. Mais que ça soit lui, même Léo qui fait une très belle course, Martin Gros-Lambert qui remonte aussi très bien et qui finit 9e. Donc on a une vraie grosse densité en équipe de France, surtout chez les garçons du coup, que ça soit chez les espoirs ou chez les juniors, et c'est hyper positif pour les prochaines années. Je suis assez d'accord. Après, je pense que Tibor Del Grosso, ça va être quelque chose quand il va faire le saut chez les élites. Va falloir vraiment compter sur lui, parce que personne n'a pu l'inquiéter aujourd'hui. Dès le départ, personne n'a pu tenir la roue. Il me semble que Verstringe a fait un peu l'illusion pendant un moment, mais au final, j'ai trouvé que Michels était sûrement le plus fort des deux, même s'il se fait battre au sprint. Je pense que s'il y avait eu un tour de plus ou quoi, il aurait pu être 2e sans trop de difficulté. Et Léo, gros début de course, et après il a bien limité la casse pour pas perdre sa 4e place, mais on n'a pas vraiment cru au podium non plus. Mais pour l'an prochain, il y a des belles promesses. Ouais, et tu parlais de Tibor Del Grosso, mais c'est vrai qu'il a déjà couru en élite, hein. Il a fait une 10e place d'une Coupe du Monde en élite, donc c'est quand même impressionnant. Il y a même Verstringe qui court aussi en élite, donc c'est vraiment c'est pour dire le niveau quoi des mecs. Donc c'est assez impressionnant. Et on va passer ensuite aux U23 femmes. Est-ce que Gibette, tu peux nous en parler? Ouais, encore une course où il n'y a pas vraiment eu de suspense, avec Zoé Bachsted qui, dès le départ, s'en pas. Et on a Marie Schreiber qui reste dans sa roue pendant la moitié du tour, qui explose complètement. On a cru au début que c'était un problème mécanique, peut-être. Au final, il semble que c'était juste dans les jambes ou dans la tête, ou les deux. Et du coup, derrière, un beau combat entre Kristina Zemanova et Léonie Benvelt, qui, elles, pour le coup, se sont pas lâchées jusqu'à la fin. Et en fin de dernier tour, on a la néerlandaise qui a un peu pêché physiquement, on va dire, sur les phases à pied.
comme on en reviendra, mais comme certaines de ses compatriotes dans la course élite. Voilà, le petit Ok. défaut néerlandais. Ouais, et bah justement, on va passer à la course élite et donc les élites femmes, hein. Et bah encore une domination de Femme Van Empel, hein, qui a gardé son titre de championne du monde. Bah ouais, une domination, elle a dominé de la tête et des épaules ses adversaires, hein. On pensait potentiellement avoir un duel à 4 avec Lucinda Brand, Puck Peters et Céline Del Carmen Alvarado, mais bah, l'ancienne championne du monde, et enfin celle qui a conservé pardon, son titre de championne du monde, s'est envolée dès le premier tour. Donc vraiment, moi, ça m'a vraiment impressionné. J'étais pas mal déçue de Puck Peters notamment, mais il me semble que, si je dis pas de bêtises, apparemment, elle était un peu malade. Mais quand même, elle a pas mal explosé, quoi. Elle n'arrivait pas à suivre Brand. Enfin, vraiment, un peu déçue. Pareil, Céline Del Carmen Alvarado qui paye sa grosse saison, hein, où elle a joué. Elle a gagné le classement général de la Coupe du Monde. Et bah, ça s'est senti, hein, elle paye son nombre de courses malheureusement, elle n'a pas pu rivaliser. Et quand même, une belle course de Lucinda Brand qui, avec les années, est encore là. Et j'ai vu une statistique comme quoi c'était son 7e podium d'affilée en championnat du monde. Donc c'est une belle stat. Mais ouais, Femme Van Empel, qui a tout simplement écrasé la course, quoi, qui a écœuré la course. Donc bon, c'est un peu. Tu parlais Voilà. de Bah, Tu parlais de Puck Peters, c'est un peu à l'image de sa saison. Elle a toujours été à peu près aux alentours du podium. D'ailleurs, quand on voit toutes ses courses de l'hiver, il y a juste à Augeride où elle fait 8ème, sinon elle est toujours sur le podium. Mais là, du coup, bah, oui, des fois elle était 3ème, 2ème. Elle a gagné quelques courses, mais elle a été quand même tout souvent battue par Femme Van Empel, pardon. Donc c'est un peu à l'image de la saison, quoi. Ouais, et puis ouais, et c'est surtout à l'image de entre guillemets, sa pratique du VTT, quoi, parce que sur toutes les phases à vélo, elle est peut-être la meilleure à voir, parce que Femme Van Empel a beaucoup progressé, mais elle est clairement au-dessus, par exemple, d'une Lucinda Brandt qui était dans sa roue dans la plupart des passages. Par contre, dès qu'il faut mettre le vélo sur l'épaule, passer des marches ou marcher ou peu importe, et ben dans les phases où il faut courir, elle se fait complètement étalée, et à l'inverse de Lucinda Brandt qui est très forte dans ces passages-là. Et ça se voyait sur la course. Et c'était presque, ça faisait de la peine à voir. ouais. Euh, et Alvarado aussi, on en touche un mot, qui faisait aussi un peu peine à voir. Son premier tour est catastrophique. Donc après, c'était dur de revenir. Et dernière chose, un mot pour Hélène Clausel qui ne regarde pas derrière elle et qui se fait sauter la 10e place à l'arrivée comme une cadette. Et c'était assez triste. Et voilà. On a vu un peu de déception, même si elle en a plutôt rigolé à l'arrivée, mais c'était assez triste. Ouais, donc encore une domination néerlandaise, on a l'habitude. Et d'ailleurs, faut noter quand même que c'est tout simplement la 18e victoire en 20 jours de course pour Femme Van Empel, c'est exceptionnel. Son pire résultat, c'est une 4e place. Enfin, moi, je suis le cyclocross depuis longtemps et j'ai jamais vu une telle domination, franchement, en une saison, je pense. Il y avait Brand en 2021, si je dis pas de bêtises, ou 22, qui fait une Ouais, saison 21. monstrueuse. Et pas autant de victoires non plus, donc c'est exceptionnel, quoi. Et ensuite, on va passer à tout simplement l'exploit du jour, hein. On ne le présente plus, Mathieu Van Der Poel. Est-ce que Anto, tu veux nous en parler? Bon, je sais même pas si on peut dire que c'est un exploit. C'était assez incroyable. 6ème titre en cyclocross pour Van Der Poel, qui, en l'absence de Van Aert et Pidcock qui n'ont pas fait les mondiaux, avait un peu course gagnée avant de courir. Voilà. Après, derrière, il a quand même pas écrasé la course comme Van Empel, vu que Nevenhuis est quand même à 37 secondes, Venturenhout à 1 minute, puis après 4ème Pim Rounard, Elise Orbit 5ème, toujours là. Voilà, c'était une grosse course. Moi, je voulais parler de la course plutôt de Clément Venturini, qu'on a vu dans les premiers tours être à un moment 3ème, il me semble. Et malheureusement, il est totalement explosé. Donc je crois qu'il finit 16ème. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que on pourrait se demander si Clément Venturini axait ses saisons pour le cyclocross, est-ce qu'il arriverait à aller chercher un podium? Moi, je pense qu'en tout cas aujourd'hui, il aurait eu une belle carte. Enfin, s'il maintenait cette forme qu'il a eue dans les premiers tours là, c'était magnifique.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Pendant un moment, on a cru au top 5 peut-être. Le podium, c'était un peu gros peut-être, mais faut vraiment souligner la performance de New Nice. J'ai du mal à dire son nom, mais certes, Van Der Poel a pas donné l'impression de forcer, mais en même temps, lui, derrière, a toujours été deuxième, n'a jamais été revu par tout le reste de ses concurrents. Et je pense que c'est sa meilleure course de la saison, d'assez loin. Très belle performance de sa part. Un peu déçu de Ellie Orbit personnellement, puisque voilà, parce qu'il me déçoit à chaque fois. Donc il a continué une 5e place aujourd'hui, acquise dans le dernier tour, parce qu'il a longtemps été encore derrière. Voilà, on va aussi souligner la belle 7e place de Michael Boros à domicile, que je ne connaissais personnellement pas. Donc ça m'a un peu surpris. Et voilà. Voilà, voilà. Ouais, voilà pour ces débriefs Juste, de championnat. tu parlais de Boros, le Tchèque. Il faut parler d'un autre Tchèque, Zdeněk Čibar, qui prend sa retraite, l'ancien coureur de la Quick Step, qui, après une saison magnifique, a arrêté enfin sa carrière. Il avait arrêté sur route l'année dernière et là, il finissait avec le cyclocross. Donc c'est une vraie légende, À domicile. champion du monde de cyclocross quand même. Donc il mérite le respect. Est-ce qu'il a réussi à accrocher son top 30 à la fin? J'ai pas vu. Il fait, non, il est 31ème, je crois, il me semble. Ah, dommage, dommage, un peu triste. Mais bon, écoute, finir à domicile, c'est déjà ça. Ouais, donc on va passer ensuite au débrief des courses de la semaine. Donc il y en avait notamment 3 au programme. Donc le Tour de Valence, l'Étoile de Bessèges et le Alouya Tour. Donc cette semaine, il y a eu le Tour de Valence qui a vu sacrer Brandon McNulty pour la UAE Team Emirates, qui n'était pas forcément annoncé leader au départ, puisqu'il y avait notamment le français Pavel Sivakov également avec lui, mais il a abandonné. Et donc voilà, McNulty qui s'est imposé devant Santiago Buitrago et Alexander Vlasov qui poursuit son gros début de saison. Il y a notamment aussi Jay Hindley, le vainqueur du Giro 2022, qui a fait une petite 5e place. Donc ouais, je sais pas si vous avez vu cette course, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, une course sympa. Après, il n'y avait pas une start list immense, il y avait les grosses équipes et après, bon, le reste. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est surtout la grosse course d'Alessandro Tonelli, qui a gagné la première étape avec son coéquipier et qui ensuite résiste quand même pour faire finalement un top 4. Donc, très, très, très fort. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi que par 2 fois l'échappée a réussi à résister au peloton, puisque aujourd'hui c'est William Barta qui s'impose en résistant au peloton. Donc aujourd'hui doublé américain avec Barta qui prend l'étape et McNulty général comme tu l'as dit. Et puis même au global, j'ai trouvé que les étapes étaient assez sympas à regarder. À part la 3e étape où Jonathan Milan a écrasé le sprint vraiment avec 3 vélos d'avance pour sa première victoire chez Trek. Mais même la victoire de Mohoric était très sympa à regarder. Perso, ça m'a diverti. Ouais, et puis il y avait, ouais, si quand même, pour les sprinters, il y avait un bon petit plateau. Il y avait Jonathan Milan qui s'est imposé, il y avait Michael Matthews. Donc non, franchement, je trouvais que ça allait. Mais Michael j'étais un Matthews, il me semble qu'il est tombé, donc Ouais. il a pas pesé sur la course. Il a fait une 6e place sur la première étape, mais ouais, c'est vrai qu'il a pas, malheureusement, il a pas pu s'exprimer. Donc ensuite, on a eu le Alouya Tour avec la victoire de Simon Yates devant William Le Serre Jr. et Finn Fisher Black. C'était une course franchement sympa. Moi, j'ai bien aimé la dernière étape là où Simon Yates s'impose au sprint. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Oh, une très belle course. Hippo va encore dire que Quickstep gagne que sur des petites courses, mais on a vu une grosse équipe Quickstep avec Tim Merlier qui a écrasé le premier sprint, qui a ensuite battu Brian Cocard derrière rien du tout sur l'étape 3, il me semble, ou l'étape 4, je sais plus. Et au classement général, grosse bataille entre du coup Yates, Le Serre Junior et Fisher Black. Beaucoup étaient surpris de voir William Le Serre Junior déjà aussi fort et au niveau d'un Simon Yates, d'un Fisher Black, alors que c'est sa première saison chez les pros. Mais si vous avez regardé les grandes previews, vous verrez qu'on en parle beaucoup. Voilà, après, non, franchement, c'était une course sympa. Bon, franchement, moi j'aime bien ce petit Alouette Tour, ancien Saudi Tour, il me semble.
Moi, pour revenir sur l'étape remportée par Simon Yates, quand même, il faut qu'on parle un peu de la tactique de UAE, qui a 2 coureurs dans le groupe de 4 et qui n'a pas forcément besoin de gagner avec Finn Fischer-Black. Donc, ils étaient censés faire attaquer Maïka, c'était assez évident. Et au final, ils sacrifient Maïka pour que Fischer-Black se fasse 3e du sprint à 3. Donc, c'était assez ridicule comme tactique, même si bon, Simon Yates a fait un grand sprint, donc bravo à lui. Mais c'est vrai que c'était vraiment pas le mieux joué tactiquement pour UAE, qui prend un peu le relais de Movistar il y a quelques années. Et la note Brian Cocard, j'ai vraiment cru qu'il avait gagné sur l'étape dont parlait Anto, mais malheureusement, voilà. Il est maudit, il est tout le temps battu pour un boyau, donc c'est Brian Cocard, quoi. Ouais. Et donc la victoire générale de Simon Yates, qui d'ailleurs dans un podcast on avait dit qu'il nous avait un peu déçus dans le Tour Down Under, et il s'est plutôt bien rattrapé, même si bon il n'y avait pas, comme vous l'avez dit, un plateau incroyable. Et donc la dernière course de cette semaine, c'est l'étoile de Bessèges, que Mats Pedersen a remporté devant Kevin Vauquelin, qui d'ailleurs a fait un très très beau chrono, qui est passé à malheureusement 2 secondes de la victoire finale. Et donc c'est Alberto Bettiol qui a complété le podium. Est-ce que JB, tu veux nous en parler ? Ouais, moi l'étoile de Bessèges qui m'a beaucoup plu, comme tous les ans. On sait que ça se décide souvent sur le chrono final. Ça a pas manqué sur cette étape, enfin sur cette édition-là, puisque il y a eu seulement 2 secondes à la fin au général entre Pedersen et Kevin Vauquelin, les 2 premiers au final du contre-la-montre. Mats Pedersen qui était favori pour le général et pour la plupart des étapes, a tenu son rang en remportant le général, une étape. Il s'est fait battre par Axel Laurence dans la première étape, la première étape qui a été courue par Axel Laurence, vraiment très impressionnant, que moi j'ai un peu découvert avec cette course. Et voilà, donc les Français qui ont quand même bien performé. Et aussi, il faut noter les résultats de l'étape 4 avec la victoire de Samuel Leroux, qui était très impressionnante. Donc, bien sûr, victoire en échappée, mais qui résiste au peloton jusqu'au bout. Lui, il est lâché par ses coéquipiers d'échappée. Il revient dans les derniers mètres. C'est même pas lui qui lance le sprint. Vraiment, c'était impressionnant. Et toute l'émotion qu'il a après avoir passé la ligne, où on le voit exploser complètement en pleurs. Il se rend à peine compte de ce qu'il vient de faire. Donc, c'était vraiment une séquence émotion de fou qu'on a vécu en ce samedi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette étape 4 avec Samuel Leroux, que personnellement j'attendais pas du tout à avoir gagné le sprint, et on le voit avec son braquet, il a fait un sprint de fou furieux, et donc ouais, ça fait super plaisir pour lui et pour l'équipe Van Rysel-Roubaix aussi, qui c'est pas une petite victoire quoi, quand même sur l'étoile de Bessèges, c'est cool. Et donc voilà. Et aussi pour revenir à Axel Laurence, il vient pas de nulle part quand même. Champion du monde U23 l'an passé. Il avait déjà fait 2e de Plouay il y a quelques années. Quand il était chez BNB, il était vraiment très prometteur. Puis son histoire qui est assez dingue, c'est que BNB a été dissous. Finalement, il a dû repartir du coup en Conti avec Alpecin. Et puis là, il est de retour cette année avec la World Tour. Et donc là, je pense qu'il va faire une énorme saison à mon avis. Un super puncher, et ça c'est très très prometteur, et c'est quand même cool. 4 jours de course, pardon, et 3 victoires françaises, c'est quand même une super étoile de Bessèges pour les Français. Ouais, donc pour finir, on va passer au God du mois et au God français du mois, que l'on a désigné. Anto, est-ce que tu peux nous parler un peu du concept ? Alors le concept, il est simple. Déjà, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc pour le mois prochain, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. En gros, on sélectionne 4 coureurs. On vous donne donc le choix pour voter entre les 4. Donc le God du mois de janvier, il y avait Sam Welsford, Isaac Del Toro, Laurens Pitty et Stephen Williams. Donc très très centré sur les courses australiennes, vu que c'est ça les principales courses du mois de janvier. Alors que chez les Français, le God français du mois, il y avait Paul Magnier, Pierre Barbier, Julien Lafilippe et Alex Baudin. Donc voilà, en tout cas, il fallait voter entre ces 4-là pour le God français et le God du mois. Et donc,
il y a eu l'élection avec le public, ça vaut 3 points. Donc il y a 7 points pour nous les GOAT, où chacun des membres des GOAT vote, puis 3 points pour le vote du public. Et donc Cam, je te laisse nous dire qui est le GOAT du mois de janvier. C'est parti. Alors, le GOAT du mois de janvier, c'est Isaac Del Toro, le Mexicain de la formation UAE Team Emirates qui vient d'arriver cet hiver. Et bon, pour ceux qui connaissent pas, il a gagné le Tour de l'Avenir notamment en 2023 et tout simplement il participait au Tour de Thunder, c'était sa première course. Donc, et tout simplement le mec a tapé une étape quoi. Il a claqué une étape pour sa première course pour le Tour, donc assez exceptionnel. Il prend la 3e place du général. Donc vraiment, il marque les esprits d'entrée. Il fait même une 8e place et une 3e place sur les 2 dernières étapes. Donc vraiment exceptionnelle performance de sa part pour sa première course. Personnellement, j'ai voté pour lui parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça, quoi. Surtout pour sa première course. Je sais pas si ça a été fait très souvent de claquer une étape sur sa première course pour le Tour. Mais vraiment, c'est du haut niveau. Hein. Isaac Del Toro, je pense qu'on va en entendre parler pas mal à l'avenir. Ok. On va passer au GOAT français du mois. JB, qui est le GOAT français du mois de janvier? Donc le GOAT du français du mois de janvier, c'est Paul Magnier, qui donc c'est simple, c'est un jour de course, une victoire au Challenge de Majorque. Donc voilà. Est-ce qu'on peut faire mieux? Difficilement. Donc on a quasiment tous voté pour lui, il me semble. Et voilà. Surtout ce qu'il a souligné, c'est que c'est pour sa première course chez les pros. Il a réussi à gagner avec la manière en plus. Donc il avait battu Alberto Dainese, il me semble. Donc voilà, en tout cas tous les mois on fera ce petit GOAT du mois et ce petit GOAT français. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour voter. Cam, je te redonne la main. Ouais, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc on espère qu'elle vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et dites-nous ce que vous avez pensé, hein, notamment de ces mondiaux de cyclocross ou encore de ces courses. Hein. Quelle a été votre course préférée cette semaine? Qui est pour vous votre GOAT du mois? N'hésitez pas, et donc merci. Hein. C'était les GOAT. Salut! Salut à tous.